RMC, jusqu'à 6h30. Charles Matin. Anaïs Castagna, Charles Magnin. 6h11, bon réveil à tous sur RMC et RMC Story. L'invité de Charles Matin. Notre invité ce matin, c'est vous, Frédéric Ploquin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste indépendant, spécialiste de la police, du grand banditisme. Je signale d'ailleurs votre dernier livre, Les narcos brisent l'omerta, c'est chez Albin Michel. La nuit a été plutôt calme, donc à nouveau, hier devant les maires des communes touchées par les émeutes. Emmanuel Macron s'est dit très prudent sur la perspective d'un retour au calme. Il considère néanmoins que le pic des émeutes est passé. En une semaine, 3625 personnes placées en garde à vue, dont plus de 1100 mineurs, 380 personnes incarcérées pour l'instant. Et selon plusieurs sources policières, les trafiquants de drogue auraient joué un rôle important dans le retour au calme dans certains quartiers. Est-ce que ça vous semble crédible comme explication, Frédéric Ploquin ? Crédible, oui, les trafiquants de stupéfiants sont des personnes extrêmement pragmatiques. Ils comptent leurs sous tous les soirs, tous les matins. Ils organisent les 3-8 dans leur quartier pour assurer la vente de stupéfiants. Donc à partir de là, si vous voulez, le désordre n'est pas foncièrement favorable au commerce. Tout à l'heure, on entendait sur votre antenne des commerçants se plaindre parce que, à juste titre, parce que leur vitrine avait été cassée, leur magasin pillé. Alors eux, les trafiquants de stupéfiants, ils ne disposent pas de vitrine, pas réellement de vitrine, mais ils ont des zones de chalandise, on va dire. Et quand ces zones sont troublées, quand vous avez une occupation policière des quartiers, des voitures brûlées, et puis une partie de la main-d'œuvre, donc ces petits jeunes qui potentiellement s'échappent pour aller perturber, voler, etc. Eh bien, à ce moment-là, vous êtes un petit peu déstabilisé et votre chiffre d'affaires chute. Alors, ça peut paraître un peu paradoxal comme ça pour l'auditeur d'imaginer que finalement des hors-la-loi volent au secours de l'État d'une certaine manière, que des gens que l'on classerait plutôt du côté du désordre soient tout d'un coup du côté de l'ordre. C'est assez paradoxal, mais c'est pas la première fois que ça arriverait. Et on a souvent, dans l'histoire en France notamment, vu des bandits par moments pencher plutôt du côté de l'ordre que de celui du désordre. Parce que si je comprends bien, Frédéric Ploquin, quand il y a des nuits d'émeutes dans ces quartiers, c'est des clients qui ne viennent plus pour acheter des stupéfiants. On parle de milliers, de dizaines de milliers d'euros de pertes. Je ne sais pas, c'est des commerçants comme les autres en fait, c'est ce que vous nous expliquez. Absolument. Eux se vivent en tout cas comme des commerçants, et dès lors que le quartier devient infréquentable, déjà qu'il y a des règlements de compte, déjà ça, bon voilà, c'est pas très rassurant pour les clients. Mais si en plus de ça, vous avez des policiers partout, des voitures qui brûlent et que vous êtes mal accueillis, c'est sûr qu'en tout cas la nuit, le point de deal va moins bien fonctionner. Et donc, quand on connaît le chiffre d'affaires de dans certains quartiers, de certains points de deal, c'est vrai que les pertes peuvent, c'est entre 10, 20, 30 et parfois jusqu'à 100 000 euros par jour qui rentrent sur un point de deal. Et vous parliez de la main-d'œuvre pour ces trafiquants, oui. Avec, on a vu des émeutiers souvent jeunes, très jeunes, 12-13 ans pour certains. Et en fait, c'est le même profil de ceux qu'on pointe souvent, qu'on dit des jeunes qui basculent dans le trafic très jeunes. Le patron du MEDEF, Geoffroy Roux de Bézieux, hier a affirmé que le premier employeur de Seine-Saint-Denis, c'était probablement le trafic de drogue. Alors ensuite, il a regretté cette formulation dans un tweet, mais est-ce qu'il a vraiment forcé le trait ? Alors non, mais là, il faudrait qu'il élargisse un petit peu. C'est vrai que probablement que le premier employeur de ce département qu'on a parfois qualifié de narco-département, et c'est l'économie souterraine. Mais c'est pas seulement le trafic de stupéfiants, ce sont toutes les formes d'économie souterraine. Et donc le fait que dans ce département plus qu'ailleurs, il y a énormément d'espèces et de liquides qui circulent en est un signe. Donc cette économie souterraine est effectivement troublée à ce moment-là. Là, vous parliez des jeunes. Les jeunes de ces quartiers, finalement, c'est pas tellement l'école et la réussite scolaire. On va pas généraliser, mais c'est pas l'école et la réussite scolaire qui les fait vibrer pour la plupart. Hein. Il y en a qui y vont. Leurs étoiles, c'est quoi les étoiles qu'il y a dans leur ciel ? Ce sont les footballeurs qui gagnent des milliards, les trafiquants de stupéfiants qui gagnent des millions. Et à côté de ça, l'autre pôle un peu moral et l'autre autorité, c'est pas l'autorité parentale non plus, ce sont les barbus qui disent dans les quartiers.
policiers, d'une certaine manière, qui fixent aussi leurs lois. Il y a plusieurs lois, mais il y a la loi des barbus qui disent en gros aux jeunes comment il faut s'habiller, comment il faut se coiffer, ce qu'il faut manger, à quelle heure, etc. Donc là, il y a voilà, on va dire un pouvoir moral qui s'exerce par l'intermédiaire des barbus et qui sont en concurrence de l'autre côté, ou parfois s'allient avec eux parce que c'est pas si frontal que ça, avec les trafiquants de stupéfiants qui eux proposent une manière assez rapide de gagner de l'argent à condition de venir travailler pour eux. Et donc là, en fait, si je comprends bien, Frédéric Ploquin, il y aurait eu une alliance de circonstances entre les trafiquants et l'État pour revenir le plus vite possible au calme. Pourquoi pas? Si vous voulez, dans un premier temps, je dirais dans les 2-3 premiers jours, pour les trafiquants de stupéfiants, laisser partir ces jeunes pillés, cassés, brûlés, c'est aussi de nouveau marquer son territoire. Donc, dans un premier temps, pourquoi pas? On dit OK, on dit à la police, tenez-vous à l'écart, ici c'est chez nous, regardez, on fait la loi du ghetto s'applique, c'est nous qui la gérons et qui la dictons. Mais dans un deuxième temps et très rapidement, c'est le côté, on va dire, pragmatique de ces voyous. On disait autrefois le côté pognoniste. Les trafiquants des stupéfiants sont avant tout, avant d'être politiques ou quoi que ce soit, pognonistes. Leur religion, c'est l'argent. Donc à partir de là, effectivement, si l'argent ne rentre plus, ils ne croient plus en rien. Et il est tout à fait possible qu'ils aient eu plus de poids dans les quartiers parce que eux, leur autorité, elle s'exerce pas gentiment et aimablement. Il est possible qu'ils aient eu plus de poids que la grand-mère de Naël, qu'on a vu quand même, il faut le rappeler, elle aussi intervenir pour demander aux émeutiers de rentrer à la maison et d'arrêter de casser. Il y a eu des appels au calme, mais là, ça a été une sorte de rappel à l'ordre, on va le dire comme ça, de la part des trafiquants au bout de quelques jours d'émeutes. Merci d'être venu le décrypter ce matin en direct sur RMC, Frédéric Ploquin. Je rappelle que vous êtes journaliste, spécialiste du grand banditisme, et je resignale votre dernier livre, Les narcos français, brise l'omerta, c'est chez Albin Michel. Merci d'avoir été en direct ce matin avec nous sur RMC. Il est 6h18, dans un instant, vos deux rendez-vous sur RMC, économie et sport, c'est le menu tous les matins. Emmanuel Le Chypre vient de nous rejoindre. Bonjour Manu. Bonjour à tous. Au menu du Chypre du jour. Qui est le plus gros consommateur de données sur Internet en France? Vous voulez la réponse tout de suite? Oh non, suspense, c'est dans un instant. Et puis le sport avec Cédric Dandeville. Salut Cédric. Salut à tous. Hablas espagnol? Si, Ou Poco. Un poco. Si c'est pas le cas, c'est pas grave parce qu'on va voir que le nouvel entraîneur de Marseille, c'est un Espagnol et il se met déjà aux Français. Cédric nous le présente tout de suite sur RMC. RMC, Charles Matin.